Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je sais que Clément est là, donc il ne tardera pas à me dire si on n'entend rien. Je vais partager la page sur le groupe de la diligence. Donc pour ceux qui veulent poser des questions à Jacques, qui est avec nous pendant 1 heure, eh bien, je vous invite à le faire soit sur mon profil, soit sur la page de la diligence, et on y répondra en deuxième partie. Voilà, donc Jacques, je te laisse tout seul pendant une demi-heure, et n'hésite pas si tu as besoin de moi. Voilà, à tout à l'heure. D'accord. Merci Sarah, bonjour à tous, bonsoir à tous dans cette période bizarre de confinement. Merci à toi Sarah d'avoir organisé cette succession d'interventions dont j'espère qu'elles seront intéressantes pour tout le monde. Voilà, je m'appelle Jacques Chambon, j'ai 57 ans. Je suis donc comédien, auteur, metteur en scène de temps en temps. Je suis aussi chef d'entreprise, on peut le dire comme ça. Et voilà, l'idée de cette rencontre aujourd'hui, c'est de vous faire part de mon parcours. Non pas que ce soit un parcours exemplaire, mais voilà, c'est pour que vous ayez une idée voilà, enfin, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de parcours type dans notre métier, évidemment, hein. Voilà, l'idée, c'est de vous dire à peu près par où je suis passé pour arriver à devenir et à rester comédien, parce que c'est une chose de l'être, mais c'est toute une autre chose de le rester. Voilà. Comment vous expliquer mon parcours? En fait, le goût du théâtre m'est venu tard. Enfin, il m'est venu un peu accidentellement au lycée Juliette Récamier à Lyon, dont j'étais élève en première et terminale, seconde, première, terminale. Ma famille n'était pas une famille de spectateurs de théâtre. Mes parents ne nous emmenaient pas au théâtre, mes frères et sœurs et moi. Je me souviens avoir vu une fois une pièce au Célestin avec Jean Marais, donc c'est pour vous dire de quelle époque on parle. Voilà, donc j'avais pas une culture théâtrale du tout. J'étais en section littéraire au lycée, cependant, et une amie que j'embrasse au passage, Françoise Zamour, a eu l'idée saugrenue de créer un club théâtre dans le lycée et m'a demandé si j'accepterais d'en faire partie. Et j'avoue avoir accepté pour des raisons qui sont un peu suspectes, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était de pouvoir arriver en retard un petit peu au premier cours de l'après-midi, puisque le théâtre se réunissait entre midi et deux. C'était un alibi culturel pour arriver en retard au premier cours. Et puis voilà, c'était une façon aussi de découvrir autre chose. Sans doute, il y avait sans doute quand même un petit peu de curiosité de ma part. Et le projet de l'année, c'était de monter le Misanthrope, en toute simplicité, le Misanthrope de Molière. Et je me suis retrouvé bombardé en Alceste. Voilà, donc première expérience théâtrale. Alceste, 1025 vers d'Alexandrin à apprendre, un gros morceau et j'appellerais ça une révélation en fait. Voilà. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé travailler ce spectacle, mais je me suis rendu compte que je découvrais quelque chose sur le plateau d'un théâtre que je n'avais jamais connu ailleurs. Voilà. Donc, ce spectacle il a été monté, on l'a joué 2 ou 3 fois dans notre lycée, je me souviens plus. On a fait aussi une petite tournée dans d'autres lycées, dans des MJC. Bref, ce spectacle a eu une petite vie, une dizaine de représentations. Et voilà. Et après, je me souviens après la première du spectacle, Madame Augier était Madame le censeur du lycée Récamier à l'époque, avait dit Chambon, vous n'aurez pas votre bac. Mais en revanche, je continue à faire du théâtre. Pas de bol, j'ai eu mon bac, et je me suis orienté vers des études en université parce que j'avais l'envie d'être journaliste à ce moment-là. Et j'ai fait 2 tentatives à l'université, une fois à Sciences Po, à l'époque où Sciences Po à Sciences Po Lyon ne nécessitait aucun concours pour y rentrer, ce qui fait que tous ceux qui ne savaient pas trop quoi faire se retrouvaient. Et malgré ça, même à Sciences Po, j'ai trouvé la vie universitaire un petit peu morne et un petit peu. Donc j'ai arrêté très vite. L'année d'après, je me suis inscrit en droit et j'ai arrêté tout aussi vite. Et entre-temps, je bossais à l'hôpital Saint-Joseph, au Standard, voilà, pour gagner un peu ma croûte d'étudiant. Et puis, au bout de ces 2 années de tentatives de fac lamentables, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et finalement, ce qui est revenu au premier plan, c'est le théâtre. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, finalement, ce que j'ai envie de faire, c'est d'être comédien. Et je suis parti à Paris. Je ne sais pas pourquoi, en fait, j'aurais très bien pu rester à Lyon, mais je me suis dit, pour moi, le théâtre, c'est à Paris. Il y a le conservatoire, il y a les grandes écoles, voilà. Donc, je ne vais pas à Paris sans trop savoir où j'allais. Je me suis retrouvé à Paris très rapidement. J'avais trouvé une petite chambre de bonne parce qu'il fallait que je subvienne à mes besoins, à mes propres besoins, de mes propres moyens. C'est-à-dire que mes parents n'avaient pas les moyens de me financer mon séjour à Paris. Donc,
Voilà, puis je suis allé au ministère de la Culture et j'ai demandé: «Est-ce que vous avez, une liste des cours de théâtre à Paris?» Ils m'ont donné une liste d'une centaine de noms à l'époque. Je vous parle de 83, hein, on est d'accord, c'est au siècle dernier. Voilà, et dans cette liste, j'ai vu une ligne qui disait: «Cours Jean-Louis Martin Barbaz, ancien assistant de Roger Planchon». Et il se trouve qu'en terminale, on nous avait emmenés au théâtre voir le Don Juan mis en scène par Roger Planchon avec Gérard de Sarthe et Philippe Avron. Et j'avais eu un coup de cœur, j'avais vraiment une révélation devant ce spectacle que j'avais trouvé absolument magnifique. Et je m'étais dit: «Le théâtre, ça peut être ça», voilà. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis inscrit, je suis allé voir ce cours. J'ai rencontré un homme qui s'appelait Serge Éric, qui m'a reçu en entretien pendant 3/4 d'heure et qui m'a dit après: «Écoutez, je dois voir beaucoup de gens, je vous appellerai dans quelques jours pour vous dire si vous êtes retenu». Et au bout de quelques jours, il m'a rappelé en me disant que c'était OK. Et j'ai passé 2 ans à apprendre mon métier avec ce monsieur, Serge Éric, un monsieur que je vénère, à qui je dois énormément, qui avait un sens de la pédagogie absolument prodigieux, qui avait le goût de transmettre et qui vraiment m'a révélé à moi-même, m'a révélé m'a construit au-delà de mon envie, m'a construit ma certitude de vouloir continuer dans cette voie. J'ai fait 2 ans comme ça, 5 heures par jour, 5 jours par semaine. C'était une école assez intensive. Et puis après, je suis revenu à Lyon parce que pour des raisons personnelles, familiales, je pensais qu'il était meilleur pour moi et ma famille que je rentre à Lyon. Et n'ayant aucun contact à Lyon, il fallait que je gagne ma vie. Je me suis mis à travailler dans plein d'endroits différents qui n'avaient absolument rien à voir avec le théâtre, à tel point que je m'étais tellement éloigné de ce métier que j'avais fini par me dire que c'était une histoire ancienne et que voilà, il fallait que j'oublie, à tel point que je pouvais même plus aller au théâtre en tant que spectateur parce que c'était trop douloureux pour moi. Et puis un jour, il y a un copain, un patron de bar, je dois le dire, à qui je rends hommage, Monsieur Criff, si tu es là, un copain de bar me dit: il y a une compagnie amateur qui est basée à Bron qui cherche des comédiens, tu pourrais peut-être les voir, au moins tu jouerais peut-être. Et ben, j'y suis allé et j'ai rencontré cette compagnie amateur qui s'appelle le Théâtre 2000, qui existe encore d'ailleurs, qui est plus à Bron, mais qui est à Saint-Genis-Laval. Le Théâtre 2000. euh, et le Théâtre 2000 avait une grosse production à l'époque. Il produisait à peu près 4 spectacles par an. Et je me suis retrouvé distribué sur 3 des 4 spectacles de l'année. Et donc, j'ai pratiqué effectivement mon art de façon amateur, mais j'ai surtout rencontré cette année-là des gens qui ont constitué ma famille théâtrale pendant de longues années. Ma famille d'abord, parce que j'ai rencontré ma femme, Brigitte, qui est comédienne aussi, mais j'ai rencontré aussi des gens avec qui j'ai décidé, qui avaient la même envie que moi d'en faire leur métier finalement, et avec qui j'ai décidé de mener l'aventure. D'abord Jean-Louis Rapigny, avec qui j'ai commencé à faire du café-théâtre et que j'ai retrouvé plus tard dans le théâtre d'entreprise. Et puis ensuite Jean-Luc Bosque et Thierry Chantrel, qui avaient créé une compagnie qui s'appelle Sortie de route, avec laquelle j'ai travaillé pendant 14 ans. En fait, on s'est retrouvés dans cette compagnie, une vraie famille, en fait, une famille qui créait un spectacle par an, qui allait à Avignon tous les ans dans le Off pour montrer sa création et qui tournait aussi le plus possible. Voilà, c'était une sorte de vie formidable, on peut dire une vie de troupe, même si ça paraît un peu désuet de dire ça, mais c'était vraiment une vie de troupe. Et voilà, cette vie de troupe a existé pendant 14 ans. Pendant 14 ans, on a construit des spectacles, d'abord sous la direction de Jean-Luc Bosque, puis sous celle de Thierry Chantrel, des spectacles de tous ordres, du classique, de la création pure, du contemporain, enfin voilà. Et c'était une vie extrêmement riche parce que affectivement très forte et puis aussi artistiquement très emballante parce qu'une création ne ressemblait jamais aux autres, assez fragile aussi parce qu'on était une petite compagnie. On n'a jamais été dans les petits papiers des institutions. Chaque projet était soumis au bon vouloir de coproducteurs qui nous accompagnaient, de lieux qui acceptaient de nous recevoir en résidence. Voilà, c'était fragile, mais c'était assez formidable. Petit à petit, je me suis mis à travailler aussi avec d'autres gens parce que la compagnie Sortie de route a commencé
à perdre un petit peu perdre un petit peu d'activité, à perdre un petit peu de reconnaissance. Les spectacles ont moins bien marché. Et voilà, et c'est comme ça aussi que je me suis mis à faire du théâtre d'entreprise. Théâtre d'entreprise, c'est du théâtre. C'est pas un vilain mot, un théâtre d'entreprise. C'est une façon pour des comédiens de travailler, pour des auteurs d'écrire et pour des structures et pour des productions de se monter. Donc l'idée, c'était de faire du théâtre, d'écrire des pièces, de jouer des pièces qui étaient écrites sur mesure pour les entreprises, sur des sujets comme l'environnement, comme des sujets ressources humaines, des sujets blablabla, enfin bref. Et puis voilà, et puis petit à petit, j'ai rencontré d'autres gens, du coup, dont Monsieur Alexandre Astier, que je salue au passage. Je me suis mis à faire ce qu'on appelle du café-théâtre, c'est-à-dire de la comédie dans des petits théâtres où des gens boivent. Voilà. Et puis je me suis mis à écrire des pièces, d'abord pour des gens que j'aimais, notamment ma femme, Brigitte. Et puis ensuite, je me suis mis à écrire des pièces pour moi et puis aussi pour d'autres gens que j'aime aussi, mais un peu moins proches que ma femme quand même. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis devenu auteur. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, puisque je sais écrire et que je sais écrire pour l'entreprise, je me suis rapproché de Laurent Lacroix, qui est mon ami et que je salue au passage aussi. Et avec Laurent, on a créé une société qui s'appelle Evedia, dont le but était de générer des profits grâce au théâtre d'entreprise pour produire de l'artistique. Et cette société Evedia, cette boîte de prod, elle existe depuis maintenant 10 ans. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. La mise en scène, c'est quelque chose d'assez, pas accessoire, mais d'assez secondaire dans mon activité parce que même si j'ai très envie de m'y mettre, je n'ai jamais vraiment fait de la. J'ai fait de la direction d'acteur, je dirais. Voilà, je me sens, je fais plus de direction d'acteur que de mise en scène, si c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. J'ai fait une mise en scène l'année dernière avec Les Bonnes, un spectacle qui a été monté par des élèves de l'acting que je salue au passage. Salut Marion, salut Lucie, salut Justine. Voilà, je vous dis bonjour à toutes les trois si vous êtes là. Voilà, mais voilà, je me sens très très débutant en matière de mise en scène. Voilà pour mon parcours. On est déjà à 12 minutes. Maintenant, alors, j'avais dit que j'allais aussi parler de la façon dont je concevais l'exercice de ce métier. En fait, c'est très compliqué pour moi de vous dire, voilà, le métier de comédien, c'est ça, travailler un personnage, c'est ça. J'avoue avoir beaucoup de mal à formaliser tout ça. Les cours que j'ai donnés à l'Acting Studio l'année dernière et il y a 2 ans m'ont permis de me frotter justement à cette nécessité de transmettre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais dans laquelle j'ai aucune méthodologie. Donc je fonctionne plutôt à l'instinct et à l'intuition. J'ai pas de méthode. J'ai pas de méthode. J'ai une intuition. C'est pas une certitude, c'est une intuition qui se rapproche un peu de l'intuition, enfin de la méthode Stanislavski ou de la méthode, mais qui en diffère un petit peu. C'est-à-dire que pour moi, je ne crois pas qu'il soit absolument nécessaire pour travailler un personnage ou travailler un. Voilà, je ne crois pas qu'il soit absolument nécessaire pour le comédien de s'appuyer forcément sur son émotion intime, sur son passé, sur son background, sur sa propre personnalité, parce que par essence, notre propre personnalité, elle est extrêmement limitée. C'est-à-dire que si je veux jouer un homme blanc du XXIe siècle, quinquagénaire, c'est facile pour moi, j'ai toutes les ressources en moi pour à peu près savoir de quoi à peu près ça parle. Si en revanche je dois jouer Richard III ou le roi Lear, c'est beaucoup plus compliqué parce que Richard III, c'est un personnage monstrueux, par exemple, c'est un des échantillons maximum de machiavélisme politique, de cruauté et en même temps de complexité. Et voilà. Et moi, ma propre personnalité est beaucoup trop légère, beaucoup trop lisse et manque énormément de, de relief pour produire tout ça. Et mon passé ne me permet pas de dire, voilà, je me souviens quand j'ai décidé de massacrer mes rivaux
voilà, j'ai jamais massacré de rival personnellement. Donc c'est très difficile pour moi de m'appuyer sur un background personnel. En revanche, j'ai adopté appelons ça une petite arnaque, je sais pas. Je pars du principe que on est tous porteurs au fond de nous-mêmes de l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que c'est ce que disait Terence, le poète latin, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et effectivement, c'est en faisant appel à cette espèce de noyau central d'humanité qui est en nous tous, qu'on on peut se porter au rang des monstres, en fait, comme Richard III, par exemple. Donc c'est pas voilà, je peux jouer Hitler si je joue Hitler, c'est pas en m'appuyant sur mon passé ou mes sensations de, de dictateur, parce que je l'ai jamais été. C'est en m'appuyant sur le fait que, étant humain, je suis beaucoup plus proche d'Hitler que je ne le crois, et que c'est là-dedans que c'est dans cette part d'humanité qui est partagée par tous qu'on doit chercher. Alors ça fait un peu, c'est un peu démesuré comme discours, mais en fait c'est assez concret, c'est-à-dire se dire après tout, je suis capable d'être un monstre en fait. Si avec tel et tel événement, telle ou telle formation, tel ou tel événement, tel ou tel accident de vie, telle ou telle chose, je peux être n'importe qui. J'aurais pu être n'importe qui, un monstre, un ange, peu importe. En tout cas, voilà. Donc moi, je me dis inutile dans certains cas de faire appel à ma propre mémoire, c'est-à-dire que euh, si je veux être triste, c'est pas forcément en faisant appel à la tristesse que j'avais quand ma grand-mère est morte que ça va m'aider. C'est plutôt en faisant appel à, à ce que j'imagine être le chagrin, le petit noyau très très, le petit noyau nucléaire de chagrin qui est propre à l'ensemble de l'humanité. Voilà. Alors une fois ça posé, comment ça se pratique sur le plateau? Ça se pratique je dirais, par la spontanéité, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas aller chercher forcément, il ne faut pas creuser, c'est quelque chose qu'il faut laisser sortir. Peut-être en étant suffisamment disponible justement à cette mémoire collective, à cette humanité collective. Cet accès à cette humanité collective, elle est facilitée, à mon avis, par des réflexes que, selon moi, il est utile d'avoir en tant que comédien. C'est des réflexes d'observation, c'est-à-dire comment sont les gens autour de moi, à quoi ils ressemblent, comment ils marchent, comment ils parlent, quels sont leurs rythmes, leur, leur, quels sont comment ils se comportent, comment ils interagissent les uns avec les autres, voilà, c'est en absorbant comme une éponge, un peu tout ce qui nous entoure, et s'en faire une espèce de palette la plus large possible. Voilà, je dis souvent, l'observation, la curiosité, c'est des outils extrêmement importants, parce que je viens de dire un mot qui est très important pour moi, c'est le rythme. C'est-à-dire que pour moi, le jeu, c'est avant tout du rythme. Alors, je ne suis pas musicien, malheureusement, j'ai beaucoup aimé l'être, euh, mais je suis convaincu que le jeu d'acteur, que ce soit au cinéma ou au théâtre d'ailleurs, ou à la télévision, c'est avant tout du rythme. Du rythme, et c'est des rythmes qui se superposent les uns aux autres en fonction du nom. Voilà, chaque comédien apporte un rythme, chaque personnage impose un rythme, chaque écriture amène un rythme, et voilà, c'est cette combinaison rythmique qui fait que le comédien est en adéquation avec le personnage, avec l'écriture, etc., etc. C'est une des grosses chances que j'ai avec mon personnage de Merlin, c'est d'avoir un personnage qui rythmiquement me correspond parfaitement. Et ça, c'est pas par hasard si Alexandre l'a écrit comme tel pour moi, parce qu'Alexandre, c'est un musicien avant tout. Et donc, la partition qu'il a écrite pour mon Merlin, c'est une partition qui correspond exactement à ma rythmique et à mes harmoniques, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il a mis
il a mis une rythmique à ce personnage qui me correspond parfaitement. Et en même temps, comme la mélodie est adéquate aussi, parce que c'est des mots qui me viennent, qui me sont très, très, très familiers, qu'il donne à Merlin. Voilà, j'enfile un personnage comme celui-ci sans aucune difficulté. J'ai qu'à me glisser dedans. Voilà. Voilà, du rythme, c'est de l'observation et c'est aussi de la spontanéité. Je disais, voilà, il y a plusieurs choses quand on travaille au théâtre, on est un personnage qu'on va suivre sur une période donnée, une période fictive donnée qui peut être une heure, si une heure et quart, si voilà, aussi, ou qui peut s'étaler sur plusieurs épisodes, sur plusieurs actes, par exemple. Euh, je crois qu'il ne faut rien jouer d'autre en général que la situation, c'est-à-dire que ce qui a à jouer, c'est vraiment la situation toujours. Enfin, à mon avis, hein, encore une fois, je vous le redis, hein, vraiment, c'est des intuitions. C'est pas, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Voilà comment je fais moi. C'est-à-dire que l'important, c'est de jouer la situation. L'état, moi, j'aime pas tellement parler d'état, je préfère parler d'humeur. L'humeur, c'est autre chose. Jouons la situation. On joue la situation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me dit, mon partenaire me dit ça, le personnage en face de moi me dit ça, je réagis. Et voilà. Et parce que dans la vie, enfin, je veux dire dans la vie, enfin, quand on veut se rapprocher de la vie dans le jeu, en tout cas, dans la vie, on n'est pas sans de réfléchir à notre propre état. On est soumis à notre humeur. On est dans une humeur je dirais, qui est une tonalité. On est dans une tonalité, mais c'est pas la tonalité qui prend la place de ce qui a joué, de l'événement, de la situation. C'est une couleur qu'on donne. C'est pas On ne joue pas la tonalité, sinon ça s'appelle passer du stabilo boss. C'est je suis malheureux, donc je joue quelque chose en montrant que je suis malheureux. Donc voilà, donc j'ai sorti le gros stabilo boss et je surligne le truc en disant je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux. Et pendant ce temps-là, la situation ne se joue pas. Or, la situation, c'est ce qui fait avancer l'histoire, puisqu'on est quand même dans la psychologie, elle ne fait pas avancer l'histoire. La psychologie, encore une fois, c'est une couleur, c'est une tonalité, mais ce n'est pas la psychologie qui fait avancer une histoire. Donc, moi, je pars du principe que je ne vais pas jouer. Ce que j'ai à jouer, c'est la situation. Ce que j'ai à travailler par ailleurs, c'est l'humeur, c'est-à-dire, voilà, comment est-ce que mon personnage, dans quelle humeur est mon personnage au moment où il débarque. Mais quand il débarque, il est porteur de cette humeur, mais c'est pas ça qui vient jouer. C'est pas ça qu'il doit, c'est pas ça qu'il doit produire sur le plateau. Ce qu'il doit produire, c'est je suis en interaction avec tel personnage ou tel partenaire, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est de la réaction, de la spontanéité. Voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. Alors évidemment, ça c'est limité. Je parle de théâtre ou de. Alors dans l'audiovisuel, dans le cinéma ou la télévision, c'est un peu différent parce que alors c'est un peu différent et c'est un peu différent et c'est même amplifié parce que dans le cinéma ou la télévision, on ne joue pas dans la continuité, donc on est sans arrêt en train de hacher la continuité dramaturgique, ce qui fait qu'on est encore plus obligé de jouer la situation. Parce qu'on ne peut pas, on se lance pas de loin. En revanche, il ne faut pas perdre de vue l'humeur qui est la nôtre pour qu'elle soit conforme d'un plan à l'autre d'une même séquence qui seront voilà, qui seront joués et qui seront tournés à des moments différents. Donc il faut se souvenir un peu de la couleur, mais encore une fois, on ne joue jamais la psychologie, ça sert à rien. Ça sert à rien la psychologie, ça n'est pas, ça ne se joue pas la psychologie. Enfin, pour moi, ça ne se joue pas. Voilà. Alors ensuite, là j'ai parlé du métier de comédien. Il y a un truc qui est particulier, c'est le seul en scène que j'ai pratiqué, parce que j'ai deux seuls en scène, j'en ai un qui tourne encore, enfin qui tourne, c'est beaucoup dire en ce moment, mais j'espère qu'il va continuer à tourner. Le seul en scène, c'est particulier. Le seul en scène, moi je pratique le seul en scène, c'est pas du stand-up, hein, c'est des galeries de personnages.
Alors, j'ai des personnages qui sont construits, qui sont autonomes, qui n'ont pas besoin de s'appuyer sur le public. Et puis, entre chaque personnage, il y a un petit fil rouge qui les relie les uns aux autres, euh, dans lesquels, fil rouge dans lequel je m'adresse au public, mais avec un texte qui est écrit. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans l'improvisation. Voilà. Alors là, c'est assez particulier comme exercice. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que mes personnages se situent tous dans une situation qui les bouscule un peu, qui les brinque-balle un peu, et ils sont tous en train de réagir à la situation. Voilà, on est dans une sorte de réaction spontanée permanente. Excusez-moi, je bois un petit coup parce qu'à force de parler, j'ai soif. Voilà. Et puis, il y a le travail d'auteur qui est le plus récent pour moi, en fait, qui est un travail qui me plaît énormément, qui est un travail qui est très laborieux. J'avoue que c'est difficile parce que je suis pas. D'abord, je tape très, très lentement, ça c'est chiant. Enfin, c'est chiant et en même temps, je ne devrais pas m'en plaindre parce que je réfléchis encore moins vite que je ne tape, évidemment. Mais, c'est un petit peu. Voilà, c'est un travail qui est difficile parce que c'est en fait ouais, voilà, c'est assez laborieux, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est extrêmement voilà. Quand j'ai fini une pièce et que je me dis qu'elle est pas mal, qu'elle est jouable et que voilà, c'est quand même une immense satisfaction d'être arrivé au bout. Chaque fois, j'en bave. Hein. Alors en ce moment, j'en bave encore plus parce que je suis sur plusieurs projets en même temps, des projets vraiment passionnants, mais qui vont me demander beaucoup de transpiration. Moi, j'aime bien avoir une structure assez claire, c'est-à-dire que bon, je me sers pas de la structure en 12 étapes du voyage du héros pour le théâtre, pas tellement, je me sers plutôt de la structure en 3 actes, pour les spécialistes évidemment, euh, mais, euh, mais voilà, voilà, j'aime bien me construire mon petit chemin de fer, ma petite continuité, ma petite linéarité dramaturgique avant de passer à l'écriture proprement dite. Donc, je fais mon squelette qui est le fil rouge, et puis ensuite je remplis avec du muscle et de la chair qui sont les dialogues et voilà. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, j'ai un énorme goût pour le dialogue. J'aime beaucoup faire dialoguer des personnages. Ça, j'aime beaucoup leur donner jouer avec les mots. C'est une grande gourmandise. Voilà, c'est quelque chose qui est qui est très chouette aussi parce que enfin, je suis venu à l'écriture aussi un peu contraint. Hein, c'est-à-dire que quand, euh, quand le quand la compagnie Sortie de route s'est arrêtée, qu'il a fallu travailler ailleurs, ben, je me suis dit, ben voilà, le meilleur moyen, c'est de créer mes propres spectacles finalement. Alors, puisque je n'étais pas metteur en scène, eh ben, voilà, je ne me sentais pas de prendre une pièce du répertoire et de la mettre en scène. Donc, je me suis dit, bah, je vais écrire des pièces, des comédies, parce que j'aime aussi la comédie, parce que voilà, la comédie, c'est comme théâtre d'entreprise. Comédie, c'est pas un vilain mot. Hein. Comédie, c'est très compliqué à faire, c'est très compliqué à jouer. Voilà, c'est mal vu. Hein. C'est vrai que quand on veut avoir des rondes des institutions, la comédie, c'est pas très bien. Mais ça, c'est pas grave, puisque du coup, je me suis arrangé autrement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à l'écriture? Ben, non, alors ce qui est chouette aussi, c'est de se frotter à différents genres. Et ça, je vous le recommande aussi. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup écrire de la comédie, mais je n'ai pas écrit que de la comédie. J'ai écrit une pièce qui est beaucoup plus profonde et tragique, mais qui comporte de la comédie quand même. Et dans mes comédies, j'aime bien parler de choses un peu profondes aussi. Pour moi, la comédie et la tragédie, c'est des siamoises. Il n'y a pas de tragédie sans comédie, il n'y a pas de comédie sans tragédie. Si on fait de la comédie, si on fait en fait faire rire de choses qui sont déjà joyeuses, ça sert à rien. Voilà. Donc il vaut mieux faire rire de choses tragiques, voilà, et essayer de montrer le tragique des choses joyeuses. À mon avis, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Non, bah, c'est à peu près tout. Voilà, je réfléchis à ça. Oui, enfin, trois projets très intéressants. Je suis en train de retoucher la fin d'une pièce que j'ai écrite pour 2 super comédiens que je ne nommerai pas parce que c'est encore un petit peu confidentiel. J'espère que ça va pouvoir aboutir. J'ai un très beau projet
comédie musicale pour Damien Laquet, avec Damien Laquet, mon pote Damien, que j'embrasse au passage. Voilà, j'ai aussi une pièce à terminer pour Enzo et Marion, qui se reconnaîtront. Voilà, Enzo Pira et Marion Germain. Voilà, et puis bah, c'est puis un travail de conception, d'écriture pour un projet avec le concert de Stélieu, un projet avec un ensemble de musique baroque qui sera le prolongement des Nouvelles Métamorphoses et dans lequel je retrouverai Franck Pitiot, mon petit copain Franck, et avec une mise en scène de Bruno Fontaine, si tout va bien, voilà, voilà, si le projet aboutit. Bruno, je t'embrasse aussi au passage. Voilà. Bah, je crois que j'ai fait à peu près le tour du parcours. Il est 19h, je suis pile dans les temps, je m'épate. Hein, je m'épate. Voilà, là, je crois que le mieux, c'est maintenant que je puisse répondre à vos questions, à vos sollicitations. J'ai sûrement oublié plein de trucs, évidemment, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très méthodique, donc j'y suis allé sans méthode, comme d'habitude. Mais voilà, je suis à vous pour vous répondre. Est-ce que tu m'entends, Jacques? Très bien, Sarah. Ah super, parce que du coup, je t'ai dit: «Tu m'entends» 3 fois, je me suis dit: «Mince, on va passer Ah, mais non, mais la c'est prochaine». parce que j'étais lancé, c'est pour ça. Bon, du coup, j'aurais pu te laisser parler une demi-heure de plus, je crois qu'on était bon là, c'était bien. Ouais, non, mais ouais. Bah, non, mais là, je crois que enfin, franchement, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, mais encore une fois, c'est très sommaire hein, comme approche. Bah, du coup, tu vas avoir le temps de rentrer dans le détail parce que là, il y a eu pas mal de questions précises en fait, donc je vais te les lire, Eh ben, super. je vais te les lire parce que plutôt que de les Eh reformuler. ben, d'accord. Alors, Charles te demande d'abord, est-ce qu'il y a eu des rôles, je vais reformuler quand même un petit peu, est-ce qu'il y a eu des rôles qui t'ont donné du fil à retordre plus que d'habitude? Comme tu as beaucoup parlé de méthode, est-ce que tu as dû chercher à ces moments-là des méthodes différentes, des moyens différents d'aborder ces rôles-là par rapport à ce que tu avais déjà, ce que tu avais l'habitude en fait d'appliquer comme méthode? Euh, ou, oui, oui, alors il y a des rôles, il y a un rôle j'avais joué avec Sortie de route, c'est il y a très longtemps, j'avais joué Elephant Man, où je jouais le personnage de John Merrick, donc le personnage d'Elephant Man, sans masque, sans aucune, sans aucune sans aucun artifice de maquillage ou d'habillement. Et du coup, je jouais la déformation physique avec mon propre physique. Voilà, donc je travaillais sur une posture physique. J'ai beaucoup travaillé sur la posture physique. Là, voilà, c'est vraiment par là que j'ai intégré le personnage parce que rythmiquement, du coup, ça traduisait des choses qui s'imposaient à cause de ma façon de me déplacer, de ma façon de parler, etc. etc. Donc, c'est pas, là, vraiment, c'est passé par le physique. Mais ça passe assez souvent par le physique, ça passe par la démarche, beaucoup. Ça passe par le costume. Le costume est important, je trouve, au théâtre en tout cas. Le costume, travailler avec le costume, c'est important parce que ça donne des appuis quand même. Ça donne des appuis de jeu, vraiment. D'autres choses qui m'ont été compliquées en termes d'approche de personnage. Euh, non, voilà, Tu j'ai m'avais jamais, pas je parlé me de suis jamais dit, un moment? je me suis jamais dit, merde, j'y arriverai pas. Il y a des personnages qui sont plus complexes et les plus complexes, bizarrement, c'est ceux qui sont finalement les plus proches de nous, je trouve, finalement. Parce que par exemple, j'ai joué l'année dernière une très belle pièce qui s'appelle Malaga. Euh, et où je joue une espèce c'est des gens qui se retrouvent sur un quai de gare un soir de grève et une pièce de Paul Émon, un auteur belge très, très sympa, enfin une très chouette pièce. Et là, ce personnage, c'est un personnage de VRP, de représentant de commerce très vitupérant, qui un peu grande gueule, voilà, un peu gueulard, un peu voilà. Et il fallait que j'arrive à trouver, voilà, la difficulté, c'était d'arriver à trouver cette rythmique qui faisait qu'il était quelquefois il était très rythmique, très rapide, et puis quelquefois il avait des moments un peu de découragement ou de finalement les choses il faisait un petit examen de ce qu'il était, de ce qu'était sa vie avec un peu de désespoir derrière. Il fallait arriver à trouver ces ruptures. Là, c'était un peu,
Là, j'en ai bavé un petit peu. Enfin, j'ai eu du mal parce que le texte était très fourni et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire en même temps. Et voilà, il fallait. Là, j'ai un peu transpiré, j'avoue. Mais voilà, mais c'est chouette aussi, hein. Enfin, ça serait chiant si c'était trop facile aussi. Du coup, j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que tu m'as parlé il y a longtemps, des ce que tu appelais la couleur des scènes et comme, tu as parlé tout à l'heure de rythme notamment et puis surtout d'humeur, j'aimerais bien que tu reviennes Oui, sur cette idée de couleur parce que ça me plaisait beaucoup et je trouvais ça très parlant. ben, en fait, comment alors c'est pas une théorie, hein, du tout, c'est plutôt, oui, je parlais de couleur ou d'humeur parce que, voilà, parce que c'est une opposition avec une opposition avec ce que j'appelle l'État. L'État, je trouve que l'État, c'est un peu trop limitatif, un peu trop limitant. Je suis dans un état, c'est-à-dire c'est le chagrin, c'est la colère, alors qu'une humeur ou une couleur, c'est quelque chose de plus subtil, à mon avis, une plus grande ambiguïté, qui permet plus d'ambivalence dans l'approche d'une scène. Euh, et, et voilà, et je trouve que c'est plus proche de ce qu'est la vie finalement. On n'est pas, on est dans une situation de vie, on n'est pas que en colère, même cinq minutes. On est plein d'autres choses en même temps. Et voilà. Et du coup, je préfère cette notion d'humeur, de couleur, que d'état. Voilà, parce que l'état, je trouve, quand on parle d'état, ça va être trop, ça va ça va rentrer en collision avec la situation. Et du coup, ça va faire que je suis en colère. Du coup, je joue la situation en montrant que je suis en colère. Et voilà. Et on a une espèce d'univocité, une nivocité alors qu'à mon avis, il vaut mieux que ce soit équivoque, que ce soit ambigu pour que ce soit intéressant. Alors je continue dans l'ordre, comme ça je Oui, ferai toutes les questions. Tu es prêt? je Alors suis prêt. Clément demande, donc là on bondit d'un sujet à un autre, mais on va faire comme ça parce qu'il y a pas mal de questions. Clément demande, comment fait-on pour faire exister sa pièce lorsqu'on n'est pas dans les petits papiers des institutions, tu vas aimer ce sujet-là, ou lorsqu'on ne joue pas de grands classiques? Eh bien, alors, on fait du théâtre d'entreprise, on essaye de vendre alors moi, c'est mon cas, hein, avec Laurent Lacroix, donc on a monté cette boîte avec comme but unique de générer de l'argent au profit de la création. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai écrit des scénettes pour une entreprise au sujet du handicap, de l'insertion des personnes handicapées dans le milieu professionnel. J'ai écrit ces scénettes, donc on a vendu cette écriture, on a vendu la mise en scène et la représentation par des comédiens. Et voilà, et cet argent gagné, une fois que tout le monde est payé, l'argent qui reste, l'argent qui reste, il sert à produire du spectacle. En tout cas, en ce qui nous concerne, du spectacle. Euh, du spectacle. Alors évidemment, ça ne suffit pas toujours, hein, parce que quelquefois les spectacles sont coûteux à monter. Dans ces cas-là, on essaye de se rapprocher de lieux de gens avec qui on est en relation depuis longtemps, qui nous sont fidèles. Là, je salue au passage le Caravane Théâtre de Chassieux et le Lyciaco à Lisieux qui nous ont soutenus notamment pour les Sentinelles. Et puis évidemment, la Comédie Odéon qui a soutenu les Sentinelles aussi. Et puis aussi, voilà, des gens quand j'écris une comédie pour deux comédiens, comme ça a été le cas à plusieurs reprises, sont OK pour nous faire confiance. Je pense à l'Espace Gersoin, je pense au Complexe du Rire, je pense à Jeannette Radi, je pense à tous ces petits lieux qui nous permettent quand même au KFT à Saint-Galmier, je pense à tous ces lieux qui nous permettent d'exister, qui nous permettent de monter des spectacles. Là, on parle de café-théâtre, donc c'est des spectacles à très petite surface scénographique, hein, évidemment. Il n'y a pas un gros décor, il n'y a pas des costumes mirifiques. Mais voilà, le fait de savoir que cette pièce, elle va pouvoir être jouée, c'est déjà énormément. C'est déjà énorme. Et ça repose beaucoup sur la fidélité des gens qui nous suivent, évidemment. Alors du coup, tu fais ma transition vers la question de Félix qui suit.
qui est donc Félix te dit que lui, donc il découvre ta vie et ton parcours ce soir, mais il doit bien t'avouer qu'il te connaissait jusque-là, surtout à travers Merlin, comme pas mal de monde. Et il se demande, est-ce que cela vous dérangeait que beaucoup de personnes vous connaissent et vous reconnaissent à travers un rôle d'une série télé alors qu'on vous sent plutôt investi à travers le théâtre? Pas du tout, non. Ça, on me l'a souvent demandé, oui, c'est vrai. On me dit souvent, ça vous emmerde pas trop qu'on vous parle toujours de Merlin. Et non, ça m'emmerde pas. D'abord parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Ensuite parce que c'est une série que je trouve superbe. Et troisièmement parce que ça fait aussi partie de mon parcours. Alors c'est là parce que c'est la partie la plus visible, donc c'est normal qu'on m'en parle. Le jour où j'aurais eu autant de spectateurs dans les salles de théâtre où je joue j'en ai eu, que j'ai eu de téléspectateurs devant Merlin, je serais ravi, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est l'effet grossissant de la télévision et c'est très bien comme ça. Non, non, moi je suis extrêmement heureux que ce personnage ait autant voilà, il soit aussi aimé par le public, c'est super. Vraiment, ça ne me gênera jamais de parler de Merlin. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très, très ancré en moi, quoi. C'est quelque chose et puis qui m'a aussi apporté beaucoup en termes de réassurance, c'est-à-dire que moi, j'ai pendant longtemps été atteint, et je le suis encore, j'ai encore quelques séquelles, atteint du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que je me disais, mais non, mais c'est pas possible, je suis pas, parce que je suis devenu comédien tard, parce que mon parcours, je voulais raconter, mais du coup, ça a été long et je suis devenu comédien professionnel à 29 ans, donc tard. Et le fait de l'avoir été très tard, finalement, ça a développé ce syndrome de l'imposteur qui fait qu'on se dit, mais non, je ne suis pas à ma place, un jour ça va s'arrêter. Pendant très longtemps, j'ai continué à regarder les petites annonces professionnelles pour savoir ce que j'allais faire quand ça allait s'arrêter. Et grâce à et Merlin, enfin Merlin et Camelot ont été des éléments qui m'ont permis de me rassurer de ce côté-là, en me faisant admettre que j'étais peut-être à la bonne place. Voilà. Et puis il y a aussi le fait que je me suis rendu compte que finalement, un plateau de théâtre ou un plateau de cinéma ou de télé, c'était l'endroit où je me sentais le plus compétent finalement. Voilà, donc toute proportion gardée évidemment, mais enfin voilà, je me sentais plus à l'aise, je me sens plus compétent sur un plateau de théâtre que quand je vendais du fil textile pour les tricoteurs et les tisseurs industriels. Là, j'étais pas du tout à ma place. Voilà. Merlin m'a permis de me rendre compte que j'étais à ma place, et c'est déjà énorme. Du coup, la question de Jean, juste après, je vais la reformuler un petit peu parce que je pense Oui. que ce sera plus clair. Mais Jean demande combien de pièces tu as écrit avant d'être publié. Alors, je ne sais pas si une des deux pièces a été publiée ou pas. Alors, j'ai jamais été publié, non, jamais. Bon, j'avais essayé de publier Les Sentinelles, je l'ai envoyé à 4 ou 5 maisons d'édition, puis ils l'ont refusé, donc je suis passé à autre chose. Non, 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 j'ai jamais publié. En fait. En revanche, toutes les pièces que j'ai écrites ou presque ont été jouées. Ou voilà. Ouais, ouais, en fait, comme j'écris beaucoup sur commande, en général, les pièces aboutissent. Enfin, les projets aboutissent. Pas toujours, mais ouais, je sais pas, j'ai dû écrire une quinzaine, 15, 17 pièces, je sais pas. Oui, presque toutes ont été montées. Une fois, tu m'avais parlé de la difficulté de monter du drame par rapport à la Ah comédie. bah, Justement. Est-ce que ah tu bah là, peux revenir un peu là-dessus? oui, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que en fait, c'est ce qui s'est passé avec les Sentinelles. C'est-à-dire que les Sentinelles, c'est un projet avec 4 comédiens, un décor, une vraie scénographie, de la lumière, avec de la chorégraphie, avec une musique originale, voilà, où il fallait réunir des moyens. Et ces moyens, une fois réunis, une fois que le spectacle existait, il fallait pouvoir le jouer sur des plateaux suffisamment grands pour le recevoir. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, quand j'écris Ta gueule, ou quand on écrit Has Been avec Dominique Palandry, où on écrit pour nous deux, avec un fauteuil et un cube, voilà, c'est beaucoup plus facile de le monter, c'est beaucoup plus facile de le jouer. Il y a beaucoup d'endroits qui peuvent le recevoir, et voilà, on peut partager notre diffusion entre les cafés-théâtres et les petits lieux de comédie et puis les théâtres plus grands, donc il n'y a aucun problème. Avec les Sentinelles, je ne peux pas aller jouer au Complexe du Rire ou à Gerson, malheureusement. Et puis en plus, c'est pas leur créneau, c'est pas de la pure comédie. Voilà. Donc c'est plus compliqué parce que dès lors qu'on sort du milieu comédie café-théâtre,
on s'approche du milieu institutionnel et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que le, le milieu culturel institutionnel, ils fonctionnent en réseau. Voilà, il y a le groupe des vins, il y a le groupe des ci, il y a le groupe des ça, il y a les et, là, voilà. Et en fait, ces gens-là font fonctionner. Ils ont raison d'ailleurs. On peut les comprendre. C'est une façon aussi de faire des économies et de faire des économies d'argent, de temps, d'énergie et parfois malheureusement de curiosité. Mais voilà, c'est une façon pour eux de. Voilà, les spectacles tournent les uns dans les autres, les uns chez les autres. Et voilà, ça fait une petite boucle dans laquelle nous, on ne rentre pas parce que d'abord, on n'a pas cherché beaucoup à y rentrer, il faut avouer. Et puis ensuite, le fait d'être estampillé comédie, c'est un peu compliqué pour exister vis-à-vis de ces gens-là. Voilà. Donc ça rend les choses plus difficiles à monter quand on sort de la comédie. Encore une fois, excuse-moi, je vais bondir à l'autre question, donc à un sujet qui n'a rien à voir. Mais je t'en prie, vas-y. Est flagrant. Alors Clément demande: quels est selon toi les défauts les plus récurrents des metteurs en scène envers les comédiens? Est-ce que c'est le manque d'écoute, la mauvaise communication ou autre chose? Clément est scénariste et réalisateur aussi. Alors, les défauts récurrents des metteurs en scène, Par moi, rapport enfin, à ouais. alors, je c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que pour moi le metteur en scène est le patron. C'est le patron. Donc, le boulot du comédien, c'est de s'adapter à la demande en apportant quelque chose en plus. C'est-à-dire que voilà, le metteur en scène, il a une vision assez précise de ce vers quoi il veut aller. Le comédien doit rentrer dans cette dynamique-là et l'enrichir, à mon avis. Et quelquefois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le metteur en scène. Moi, j'ai travaillé avec Roger Planchon, que j'admirais énormément. C'est quelqu'un qui travaillait d'une façon qui me convenait parfaitement, mais qui était une façon très différente d'autres metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Et mon boulot de comédien, c'est de m'adapter à la méthode de travail et à la façon de travailler du metteur en scène et d'arriver à produire quelque chose qui enrichisse le projet globalement. Donc, j'ai envie de dire, alors ça fait un peu putassier de dire ça, un peu lèche-cul, mais voilà, il y a pas, enfin, il y a des mauvais metteurs en scène certainement, mais il y a, il y a, il y a, il y a, voilà, l'important c'est de coller la demande du metteur en scène. Alors dans la télévision ou le cinéma, il y a des réalisateurs plus ou moins délicats, on va dire, avec les comédiens, plus ou moins qui ont un sens de la transmission plus ou moins ancrée. Et puis c'est vrai aussi que souvent, moi, je ne suis pas une vedette, hein, donc très souvent au cinéma ou à la télévision, je joue des personnages qui sont là très peu de temps. Donc on a une scène ou deux et pas plus. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour travailler, on a très peu de temps. Et quelquefois, il y a des metteurs en scène qui ne disent rien, tu fais ton truc, tu ne sais pas si c'est ce qu'il voulait ou si ce n'est pas ce qu'il voulait parce que tu ne sais pas ce qu'il voulait. Donc tu dis, j'espère que ça va passer, tu n'es même pas sûr que ça corresponde vraiment à ce qu'il voulait, mais comme tu es dans une espèce de grande machine qui avance très vite, ben, on te laisse pas on te le dit pas et on te laisse pas le temps. Tu parles du principe que si on ne dit rien, c'est que ça va, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a des gens comme Alexandre qui savent exactement ce qu'ils veulent, presque voilà, mais comme c'est bien écrit, bah, c'est très facile de le fournir. Et puis, tu as des gens comme bah, un metteur en scène avec qui j'ai énormément adoré travailler, c'est vraiment Nicolas Silol dans Corporate. C'est quelqu'un qui te dirige voilà, très doucement, en venant te parler à l'oreille, en disant des tout petits réglages, un peu plus, un peu moins. Hop, et du coup, très, très subtilement, il t'amène exactement là où il voulait. Voilà. C'est très variable. Mais encore une fois, enfin, ouais, c'est pas au metteur en scène de s'adapter aux comédiens, c'est le contraire. Alors, nouvelle transition vers la thématique écriture, Jacques, c'est parti. Ouais. Dorian, déjà, qui te demande si. Alors, l'écriture est souvent une manière de piocher dans son vécu et ses convictions. Tu t'y es mis récemment. Est-ce que tu as déjà pu identifier tes sujets récurrents? Mes sujets récurrents, oui, il y a des sujets récurrents, c'est vrai.
Il y a des sujets récurrents qui… Alors, l'enfance est un sujet récurrent chez moi, enfin, le rapport à l'enfance. Euh, En tout cas, le rapport à la nostalgie. Voilà, le rapport à la nostalgie est récurrent chez moi. Il y a un sujet récurrent aussi qui est les rapports hommes-femmes, parce que j'aime bien m'en amuser et que voilà, et que je pense qu'on a, il y a un peu de, il serait pas mal qu'on mûrisse un petit peu à ce sujet-là. J'ai aussi quelques obsessions qui sont d'ordre, allez, je dirais pas politique, mais voilà, disons que j'ai une sensibilité qui est un petit peu, allez, on va dire de gauche, et que j'aime bien faire passer des messages au sujet autour de du système économique libéral qu'on nous propose. Alors, j'essaie de le faire subtilement, hein. J'ai écrit une pièce qui s'appelle Calamity Job, qui en parle vraiment frontalement, mais de façon rigolote. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, j'espère. L'idée, c'est jamais d'être didactique. L'idée, c'est pas de proclamer, de faire des manifestes politiques. L'idée, c'est de faire rire de situations, tout en montrant ce que les personnages peuvent avoir à dire sur cette situation. Voilà, mais oui, il y a des thèmes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème? Oui, la famille, c'est un thème important pour moi, la famille. Euh, la guerre, évidemment, puisque j'ai écrit dessus. Le premier spectacle que j'ai conçu, il s'appelait Nous crions grâce. C'est un spectacle de théâtre que j'avais conçu à partir de lettres, de textes empruntés. Là, c'était pas encore de l'écriture, c'était plutôt du patchwork, de l'assemblage. Ça s'appelait Nous crions grâce. C'est un spectacle qu'on a joué beaucoup avec Alexandre Astier, justement, en tournée. Et voilà, c'est autour de la guerre de 14. Donc, la guerre, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Enfin, toujours, ouais, ça m'a toujours intéressé d'essayer de comprendre comment finalement, au fond de chaque homme, je ne parle pas des femmes là pour le coup, au fond de chaque homme, ancré quelque part, il y a une envie d'y aller quelque part, une envie de partir à l'aventure, même si voilà, que la guerre, c'est peut-être l'aventure qui fera changer le cours de la vie et qui amènera quelque chose d'imprévu et peut-être d'exaltant. Voilà, pour moi, il y a ce truc-là qui est ancré au fond des hommes et qui fait que ça continue. Voilà, c'est des thématiques qui m'intéressent. Mais voilà, après, il ne faut pas être didactique dans l'écriture parce que sinon, c'est chiant. Enfin, j'espère ne pas l'être. Si je le suis, dites-le moi, giflez-moi et j'essaierai de faire mieux. Alors du coup, est-ce que tu peux donner des conseils à Caroline qui demande des conseils d'écriture justement pour la mise en scène d'un seul en scène, d'écriture et de mise en scène du coup j'imagine, et des erreurs à éviter que tu pourrais nous cibler. Alors, j'ai un peu de mal à dire il faut faire comme ça parce qu'encore une fois, je n'ai que deux seuls en scène à mon actif et qui se ressemblent beaucoup dans leur structure. Donc, je n'ai pas expérimenté beaucoup de choses différentes. Moi, je, je prends un thème. Mon premier seul en scène, par exemple, c'était l'histoire de l'humanité de, de Néandertal à la télé-réalité avec une galerie de personnages qui balisait un peu les différentes époques de l'humanité, avec des personnages tous plus nazes les uns que les autres, tous plus cons, tous plus veules, tous plus méchants, tous plus crétins les uns que les autres. Voilà. Euh, donc j'avais construit, et c'est pareil pour le deuxième spectacle. Le deuxième spectacle qui s'appelle La vie est une fête, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de prendre l'histoire de l'humanité, je prends la vie humaine, de la naissance à la mort, et je prends les différentes époques de la vie, l'enfance, l'adolescence, le mariage, voilà, etc., etc. Et à chaque fois, j'ai des personnages tous plus cons, tous plus méchants, tous plus stupides les uns que les autres. Et entre-temps, je fais j'ai mon petit fil rouge pendant lequel j'explique l'avancée du projet. Voilà, donc c'est un peu similaire. Là, pour le coup, j'ai d'abord écrit les sketchs et ensuite j'ai écrit le fil rouge. Mais je suis parti du principe que c'était vraiment des personnages qui étaient autonomes. C'est-à-dire que chaque sketch est indépendant l'un de l'autre et sont vraiment, c'est des personnages qui ne s'adressent pas au public. Voilà, c'est pas du stand-up, comme je le disais tout à l'heure. Alors, en termes de mise en scène, là, je me suis fait aider par Dominique Palandry pour le dernier. Euh,
J'avais un parti pris qui était celui de n'avoir aucun accessoire, aucun costume. J'ai une chemise noire, pantalon noir, voilà, basta. Travailler juste avec l'éclairage et changement de personnage à vue. Voilà, c'est-à-dire que j'ai mon personnage de narrateur qui est un peu le monsieur loyal qui fait avancer le truc. Et hop, il y a un changement de lumière, je tourne sur moi-même, hop, je fais un petit tour sur le plateau et je me transforme, et je deviens un personnage. Voilà, c'est comme ça que j'ai conçu le truc. Après, je pense que l'important, alors pour répondre à Caroline, plus précisément, parce que là je fais des digressions pour éviter de répondre parce que j'ai pas vraiment de réponse. En fait, je pense que le seul conseil que je puisse lui donner, c'est vraiment de, de, d'être en pleine adéquation, en pleine cohérence avec son sujet. C'est-à-dire qu'elle n'ait aucun doute sur la façon dont elle veut dire les choses. Alors, je ne sais pas si c'est des personnages, si c'est du stand-up, si c'est… voilà. Euh, autre chose, ne surtout pas avoir peur de ne pas être drôle parce que c'est ce qu'on ressent jusqu'au jour de la première. C'est terrible le seul en scène parce que plus on avance dans les répétitions et dans le travail, plus on se dit mais c'est naze, c'est pas drôle, ça va faire rire personne, c'est chiant, ça n'avance pas, ça n'a pas de rythme, voilà, les personnages sont nazes. Enfin bref, on se pourrit la gueule, on se pourrit la vie et on ne croit pas absolument pas que ça puisse être drôle jusqu'au jour où on joue et effectivement, si tout va bien, les gens rient et te disent voilà, c'est super, vraiment super. Mais voilà, on a ce doute-là en permanence quand on est dans le seul en scène. Donc voilà, faut s'armer contre ça. Et puis sinon, en termes de mise en scène, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Moi, je suis pas un dingue du stand-up parce que voilà, mais en même temps, du stand-up bien fait avec ses codes, le micro, etc. Bah, ça m'énerve un peu ces codes aussi clairement visibles et aussi clairement portés. Je me dis à quoi bon, pourquoi. Mais quand c'est bien foutu, quand c'est bien écrit, bah, ça marche. Voilà, c'est c'est comme ça. Je suis désolé, Caroline, j'ai pas grand-chose de plus à te dire, sinon qu'il faut y aller et se faire confiance. Et puis voilà. Ce qui est important aussi, c'est à mon avis, enfin, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut avoir la conviction de ce que tu veux dire, et aussi peut-être dépasser un petit peu le, alors là, c'est le spectateur qui parle, hein, c'est celui qui va venir t'écouter ou te voir. Dépasser un petit peu le simple fait de faire rire pour faire rire et peut-être essayer de faire rire avec un petit cran au-dessus, c'est-à-dire jouer essayer de trouver ce que je disais tout à l'heure, faire rire avec des choses qui ne sont pas drôles. Parce que faire rire de choses rigolotes, c'est déjà un pléonasme. Voilà ce que je pourrais dire. Ce n'est pas très utile, hein, j'en suis conscient. Si, je suis sûre que ça l'aide. Question justement par rapport à ça, par rapport au fait de faire circuler des émotions, parce qu'on parle de la scène et on parle de la caméra, mais est-ce que toi, demande Fabien, tu as eu envie à un moment donné d'écrire, ou est-ce que tu l'as déjà fait, de la nouvelle ou du roman? Non, pas encore. Ça viendra, je pense. Ça viendra. Non, pas encore. Pas encore, pas encore. C'est vrai, j'y pense quelquefois. J'avoue que, comme je te l'ai dit, que j'ai un rapport assez laborieux à l'écriture. Écrire déjà 60 pages, dialoguer, pour moi, c'est un effort. Alors, écrire 300 pages dont un certain nombre de pages descriptives, voilà, c'est encore plus compliqué. Alors, la nouvelle sera peut-être le passage. Voilà, je sais que je parle à une nouvelliste acharnée, mais la nouvelle sera peut-être le moyen de m'en approcher, oui, effectivement. Mais enfin, c'est passionnant, hein. Moi, ça me passionne. Je suis un gros lecteur et j'avoue qu'un roman, une belle écriture romanesque, c'est quand même sympa, quoi. C'est quand même chouette. Parce que le théâtre, il faut quand même le dire, le théâtre, souvent, c'est chiant à lire, hein. Souvent chiant à lire. Alors du coup, en parlant de théâtre, on y revient. Est-ce que tu peux expliquer à Brahim comment l'idée de Plein Phare t'est venue? Plein phare. Alors, l'idée de plein phare, elle m'est venue assez simplement, en fait. Elle m'est venue parce que j'avais devant moi Jordan Topna et Jonathan Chiche qui me demandaient d'écrire une pièce pour eux. Et, j'ai cherché une idée voilà,
de situations qui pourraient qui permettraient de mettre en situation deux personnages. Et voilà. Et en fait, je ne sais pas comment est venue l'idée du phare et de voilà de cette l'idée, c'est de faire un huis clos parce que c'est aussi une chose quand on écrit pour deux. Dès qu'il y en a un qui parle, l'autre est tout seul. Donc, ça s'arrête. Enfin, la continuité dialoguée s'arrête. Ou alors on passe par un monologue ou par un. Voilà. Mais en termes de situation, c'est compliqué. Donc, voilà. Et l'idée du phare me plaisait bien. Voilà, l'idée d'en faire. Voilà. Puis c'est encore une fois, je suis quand même très. Je suis un gros client de la Comédie des Contraires, du coup, vous avez pu le remarquer, et un gros, un gros, un gros pourvoyeur de comédie des contraires. C'est-à-dire que j'écris pas mal de comédies qui sont ce qu'on appelle des comédies des contraires, c'est-à-dire deux personnes qui ne devraient jamais se rencontrer et que tout oppose et qui se retrouvent à devoir fonctionner ensemble pendant un moment. Donc voilà, je suis parti de ce principe-là de comédie des contraires et voilà comment s'est imposé l'idée du phare. Je ne sais pas comment c'est venu exactement. Il se trouve que bon, j'aime beaucoup la Bretagne et que j'y suis né, mais je ne sais pas si c'est pour ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Brahim, mais en tout cas, voilà, c'était avant tout le fait d'écrire pour ces deux comédiens-là qui m'a emmené vers quelque chose qui était de cet ordre de comédie des contraires. J'avais tablé aussi sur le côté très sportif de Jordan en me disant, voilà, ce mec-là, il peut faire de la planche à voile, voilà, enfin des choses comme ça. Sur les profils des comédiens aussi, j'ai travaillé, quoi. Voilà, j'ai travaillé, c'est ce qui m'a inspiré le plus, en fait. Du coup, tu parles de travailler pour des comédiens et tout à l'heure, tu parlais d'Alexandre Astier qui s'était basé sur toi beaucoup pour écrire Merlin. Je ne sais Est-ce pas si c'est que, basé sur moi, mais en tout cas, un peu quand enfin, même, en tout cas, quand il l'a écrit, il savait que ce serait moi, il l'a écrit pour voilà. moi, et c'est vrai il a su exactement voilà, coïncider ce personnage avec ma tessiture, entre guillemets, quoi. Voilà. Mais du coup, la question suivante, ce serait en fait une question, je suppose, de quelqu'un qui est comédien, que je ne connais pas, mais j'imagine, et qui demande si, puisque tout à l'heure tu parlais de couleurs, d'ambiance, etc., lui, il s'inquiète de la construction, de la psychologie du personnage en amont, et il demande si pour toi, le costume aide beaucoup à la dissociation entre la personne et le personnage, et il pense notamment à Merlin, justement. Ah oui, en tout cas, oui, en fait, oui, le costume aide beaucoup. Je le disais tout à l'heure. Alors, pas dans la construction psychologique, mais dans sa construction physique. Par exemple, le costume de Merlin, il n'a pas de poche. Il a un petit plastron, enfin, en tout cas, dans la première partie, un petit plastron haut et sa jupe. Donc, en fait, ouais, il a une dégaine, mais la jupe donne une certaine aisance, hein, une certaine liberté, je dois l'avouer, c'est assez agréable. Euh, mais voilà, c'est vraiment une approche plus physique que psychologique. Voilà, oui, c'est vrai que le fait d'enfiler le costume de Merlin, de passer la perruque, le maquillage, la fausse barbe, etc., etc., comme c'est un processus qui est long, hein, à chaque fois, il y en avait pour pas loin de 2 heures à chaque fois, enfin une bonne heure et demie. Effectivement, là, pour le coup, ça fait un sas de passage qui est assez long et qui permet de bien rentrer dans le truc, quoi, de bien rentrer dans le, dans le mouvement du tournage, dans le mouvement des scènes, etc. etc. Donc, ouais, c'est vrai que le costume, en l'occurrence, a joué, non pas tant psychologiquement que physiquement et rythmiquement, peut-être. Ouais. Du coup, il est déjà 19h33, Jacques. Ça me Oui, brise le cœur, mais je vais te poser une dernière question. oui. Justement pour ouvrir à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont ni comédiens, ni dans le théâtre, ni dans le cinéma. Clément demande, à ton avis, que peut apporter la pratique du théâtre à des personnes qui ne se destinent pas à être comédiens ou comédiennes professionnelles? Plein de choses, plein de choses. Alors, je vais aller contre une idée reçue, c'est-à-dire qu'en fait, on peut être comédien en étant timide. C'est même, je dirais même que c'est peut-être, c'est peut-être un atout, la timidité. Moi, j'étais quelqu'un de timide. Je reste quelqu'un un peu moins, mais évidemment. Mais voilà. Donc,
il ne faut pas croire que c'est pas parce qu'on fait marrer les copains qu'on est forcément un bon comédien. C'est pas toujours vrai. En revanche, ça peut amener un peu de confiance en soi. Ça peut amener des outils de d'aisance voilà, la prise de parole en public, des choses comme ça qui sont assez bateaux. Et puis surtout, ça amène ça amène aussi, parce que le théâtre, on ne pratique jamais tout seul, donc ça amène aussi à des rencontres, à une vie collective qui peut être intéressante. Alors, je ne parle pas forcément de troupe, on n'est pas obligé de bosser avec des gens avec qui on est super potes, mais même quand on travaille avec des gens en groupe comme ça, c'est une espèce de machine qui se met en place. C'est très, très gratifiant de voir un groupe qui se met en place autour d'un projet. C'est pas toujours facile, mais c'est quelquefois très compliqué. Ça peut être conflictuel, mais c'est passionnant. Ça permet aussi de rencontrer sa femme, éventuellement. Ça a été mon cas, je le dis au passage. Ça permet de découvrir des univers dramatiques et littéraires qui sont vraiment insoupçonnables et magnifiques, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert Tchekhov, je suis tombé dans un truc qui est que je trouve absolument sublime. Quand on gratte un peu, quand on va creuser, quand on cherche dans Shakespeare, quand on va dans Shakespeare, on est dans un univers magnifique, un univers qui nous parle encore, voilà, qui nous parle aussi, qui nous touche aussi, qui continue à nous toucher. On n'est pas en train de parler de reliques, on est en train de parler de matière humaine, de matière humaine vraiment, vraiment proche de nous, quoi, intime. Donc, c'est vraiment sur le plan de la curiosité, c'est magnifique. La curiosité, sur le plan de l'humanité, c'est passionnant. Qu'est-ce que ça peut apporter d'autre? Ça peut apporter, oui, un peu de confiance en soi. Ça peut apporter. Puis c'est très agréable de s'oublier un peu. Voilà, c'est une façon aussi de se tenir à distance de soi-même, et c'est pas tout en allant au fond de soi-même. C'est très bizarre. Voilà, on s'oublie un petit peu quelque temps, et en même temps, il faut on s'oublie un petit peu le temps d'un personnage, le temps d'une représentation, et en même temps, il faut mettre en mouvement tout ce qui fait notre intimité, notre énergie profonde pour que ça marche. Donc, c'est cette espèce de paradoxe magique. Voilà, alors, je sais pas si c'est un peu abstrait ce que je dis là, mais en tout cas, c'est vivre une belle expérience sur un plateau de théâtre. C'est quelque chose qui est formidablement gratifiant. On va rester sur ton terme de paradoxe magique que je vais mettre en titre de cette vidéo. Jacques Chambon, le paradoxe magique. Non, alors, non, oui, 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 si, Jacques Choron, non, c'est pas moi le paradoxe magique, hein, Non, c'est trop c'est tard, c'est marqué déjà. d'accord, bon, super, merci beaucoup, Non, ça va bien merci m'aider, ça. beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup, Jacques. Merci à C'était tous formidable et pour votre visite, et puis bah, à bientôt, j'espère on peut refaire ça un de ces jours si vous le souhaitez. OK? avec grand plaisir de mon côté. Et Salut je tout suis le sûre monde, du côté de tout le bonne monde. soirée, ouais, restez bien chez vous, hein, et une grosse bise aux soignants et à tous ceux qui travaillent pour nous. Bise, ciao à tous. Merci Jacques, bye.